Les donneurs de leçons. Ceux qui font ça depuis 5 minutes quand toi tu fais ça depuis 30 ans. Tout est écrit. Et ben, pendant mon burn-out, Bonjour à tous et à toutes bienvenue dans le podcast En quête de sens, la mission d'une vie, où on va explorer la vie de personnes qui m'ont inspiré, de personnes atypiques, voir leur vision, leurs talents. Cette émission s'adresse à vous pour les grands curieux de la vie, ceux qui se sentent différents de la masse, ceux qui sont en pleine transition ou qui ont tout simplement envie d'oser. Aujourd'hui, j'accueille Fabien, 43 ans, qui a passé une très longue période de sa vie à travailler chez France Travail. Il a osé faire une grande bascule à un moment de sa vie où il est aujourd'hui tarologue, énergéticien, praticien en constellation familiale, lithothérapeute. Il va nous parler bien sûr de ce parcours, de ses ressentis qu'il a eu depuis tout petit et également de sa neuroatypie. Bienvenue à toi, Fabien. merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour te présenter? Oh, c'est déjà une belle introduction. Ok, Déjà pas mal de choses dites. on va pouvoir aller sur la première question alors. Première question. Qu'est-ce que tu penses de ta vision de la vie, du monde actuel, avec tout le bruit qu'on entend? J'ai pas envie d'avoir peur. J'ai pas envie de condamner non plus certains comportements. J'ai pas envie d'en faire des généralités. J'ai envie de me dire que c'est certaines personnes, certaines catégories qui peuvent avoir des comportements un peu étranges et effrayants. Mais j'ai envie de me dire qu'il peut y avoir forcément, et il y a forcément du bien, du bon, des choses qui peuvent rester, persister, des choses qui peuvent aussi émerger. C'est genre au niveau de la conscience Ouais. des gens? Je pense que c'est plutôt ça, des prises de conscience qui passeront par des ras-le-bol, hein. Ouais, Des ras-le-bol, de l'agacement, c'en est trop. Et je sais pas, j'avoue, j'aime y croire, mais comment ça se passera? Aucune idée. Mais j'ai vraiment envie de croire que la conscience peut s'ouvrir, qu'on va arrêter d'avoir peur ou d'arrêter de nous faire peur et qu'au final, on peut vivre de manière beaucoup plus apaisée et moins dans la peur. Parce que je pense que c'est vraiment ça en ce moment, tout est fait pour qu'on... Enfin, tout se met en place pour générer une peur. Je dis pas qu'on essaye de nous faire peur, mais du moins, c'est un peu le sentiment qui vient. Puis en plus de cette peur viennent des cassures, des séparations, entre les personnes, enfin, quand j'entends personnes, entre groupes de personnes, Mmh. c'est pas comme ça que ça marche pour moi, du moins. Pas comme ça que je le vois. Et c'est vrai qu'on peut voir que, ouais, de plus en plus de personnes qui étaient pas forcément, ouverts à des questions, on va dire, existentielles, que je vois dans mon entourage qui commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus comme avant, quoi. Il y a la Ouais. recherche un peu de je sais pas si c'est de sens, mais de choses que peut-être il y a pas que ce monde matériel qui est prioritaire aussi, quoi. Oui, alors après, je pense que certains ne se poseront même jamais de questions et c'est OK. Parce qu'au final, si la vie pour eux est OK comme ça, tant mieux. Les questions, oui, certains vont s'y ouvrir et généralement, c'est souvent des épreuves de la vie qui font qu'on se pose les bonnes questions. C'est souvent là où on attend de prendre une baffe pour se Des fois, réveiller. c'est même plus qu'une baffe, mais des fois, c'est à ce moment-là, on le dit souvent, beaucoup de personnes se lancent dans des activités en tant que thérapeute ou autre parce qu'ils ont vécu des choses compliquées, ils ont eu un choc émotionnel, enfin, ça peut être un deuil, une séparation, des burn-out qui sont très à la mode aussi en ce moment. Bon, après tout ça, c'est un peu, d'un point de vue psychologique, quand on regarde les études et les recherches en psychologie, on se rend compte que c'est un peu sociétal, c'est des mots du moment. Et en ce moment, Ouais. c'est le burn-out. Donc voilà, et les gens de ce fait prennent conscience, se réveillent et se disent: «Mais est-ce que c'est vraiment ça, la vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment la vision que j'ai envie d'avoir? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de mener?» Et puis après, on le voit aussi, d'un point de vue, sociétal et mondial où au final, il y a plein de choses dont on prend conscience et les nouvelles générations ouvrent, à mon sens, je trouve que la génération Z, là, celle actuelle, elles font un sacré coup de pied dans la fourmilière et ça, pour le coup,
moi je dis bravo. Moi je suis épaté par leur prise d'action, leur réveil, leur vision de la vie qui pour les boomers, c'est complètement, ahurissant et c'est à 1000 lieues de la culture qu'ils ont eue, de l'éducation que les boomers ont reçue et de la société comment elle était à l'époque. Ah bah, c'est sûr, tu vois, dans mon travail de tous les jours, par rapport à cette génération, ouais, on sent qu'il y a une cassure, quoi. Ouais. Et même au niveau, managérial, par exemple, ils savent que les codes qui fonctionnaient, il y a 20 ans sont finis, quoi. Ah, les managers, ils les aiment pas beaucoup. Et c'est ça que je trouve génial parce que après c'est discutable, comme partout. Il y en a, ils ont pris le pli de la société comme on leur a, enseigné et d'autres qui veulent complètement autre chose. Mais ça, après, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Mais effectivement, ils sont plus dans cette logique de ma vie d'abord et le travail après. Ils sont pas contre le travail, ils veulent juste mettre de nouvelles règles et se dire que, je vais pas m'épuiser et me tuer pour une entreprise ou autre. Je vais faire mon job, mais m'en demandez pas beaucoup plus. Je vais pas me détruire la santé pour vous et ça, je pense que c'est peut-être une conclusion aussi un peu logique du burn-out parce qu'au final, le burn-out, ça fait quelques années qu'on en parle. La génération Z ont certainement vu un de leurs parents peut-être, en arrêt maladie, en arrêt et de n'être plus capable de se lever, plus capable de réfléchir et ils se disent: «Mais moi je veux pas vivre ça». Ouais, je pense qu'ils ont ouais, il y a des piliers que nous on a eus, par exemple, par rapport peut-être, genre avoir déjà, des parents en couple ou bien, d'avoir une «sécurité» entre guillemets au niveau du travail et eux, leur monde il est complètement dans l'incertitude aussi, donc je pense qu'à un moment ils se disent: «Ben, allez vous faire voir, quoi». Bah, quitte à être dans la précarité, Ouais, autant y être jusqu'au bout. Après, c'est une réalité, hein, le travail, sécurise et le travail permet de gagner de l'argent. Gagner de l'argent nous permet de payer un loyer, d'acheter de la bouffe et bah, tout ça, ça nous permet de rester en vie. Donc c'est indéniable, on est obligé de travailler. Mais est-ce qu'on est obligé de travailler de la même manière? ouais, ça La c'est la bonne question, elle se question. pose là. On va revenir un peu en arrière, si tu veux bien. Là, on a parlé de la vision, d'aujourd'hui en 2026 et toi, quand tu étais gamin, pas vers 8-10 ans, c'était quoi ta vision du monde? Si je la compare à celle d'aujourd'hui? Alors, ça va être compliqué parce que ma vision du monde, elle était une vision absolument pas comme celle de tout le monde. Ma C'est vision du ça qui est monde, intéressant. j'ai toujours été connecté à «l'autre monde» entre guillemets, donc Si tu peux expliquer juste ça, quand tu dis l'autre monde le qui monde se pose subtil, le monde invisible, celui qui nous entoure, celui qui est là, qu'on peut sentir, avec lequel on peut rentrer en contact, mais qu'on ne verra pas comme on peut voir là les arbres autour de nous. Alors certains si, peuvent voir des choses, mais c'est pas une généralité, c'est pas tout le monde, mais quoi qu'il en soit, oui, savoir qu'il y a quelque chose autre. Alors quoi? Comment? Certains diront: «Oui, mais c'est Dieu», d'autres diront: «Oui, mais alors c'est l'énergie de». Oui, chacun dit ce qu'il veut chacun a bien, propre mais ouais, c'est ce monde qui est au-delà de ce qu'on voit et enfin, ouais, voilà, j'ai toujours été connecté à ça. Donc ma vision du monde, c'était, faire la part des choses et réussir à faire même un compromis et une fusion entre, ce qui était matériel, ce qui m'était aussi imposé et ce que je pouvais déjà ressentir et même encore savoir de je sais pas où et donc il fallait vraiment que je jongle entre les 2. Donc des fois à dire: «Oui, OK», alors que pour moi ça avait aucun sens. mais Heu ça, c'était vraiment, ouais, petit, ça a commencé, Ah mais ça a toujours été, ouais. un des souvenirs que j'ai, c'est, une fois dans la voiture, j'ai dit, dans mon souvenir, je devais avoir aux alentours de 6 ans, 7 ans et je disais: «Mais Dieu n'existe pas, Dieu c'est l'univers». Donc du haut de mes, 43 ans, ça fait quand même, plus de 30 ans, une bonne presque une quarantaine d'années donc à l'époque, cette phrase avait zéro sens et c'est un peu ce qu'on m'a répondu: «Ouais, tu dis n'importe quoi». Sauf que maintenant Mais par maintenant tous les spirituels le disent. mais par contre, quand, ton entourage te répondait, genre, «Tu inventes» ou «C'est n'importe quoi», toi, tu le sentais à l'intérieur de toi que c'était Ah oui, vrai, oui, oui, c'était la vérité? le ressenti, le souvenir que j'ai de ce ressenti-là, c'est vrai qu'ils sont pas prêts. Voilà, mais j'étais minot, donc Ouais, tu as grandi avec ça jusqu'à aujourd'hui, puis mais de la période enfance-adolescence, tu l'as toujours gardé ce côté, on va dire allier les 2 ouais, alors, monde? ça s'est un peu baissé dans la mesure où, l'intégration, voulait que parce qu'à force, d'être toujours un peu à l'écart, parce que j'ai été un peu à l'écart au collège, ma vie a pas été toujours simple.
Donc, à un moment, pour rentrer dans la masse, pour faire comme tout le monde, il a fallu s'intégrer. Donc forcément, on cachait, enfin, déjà, en plus, c'était un sujet dont on ne parlait pas. Ouais. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, quand il fallait, j'ai voulu creuser tout ce que je sentais. Quand j'ai voulu le creuser, t'allais dans une librairie, t'avais 3 livres, 2 oracles, enfin un oracle, un tarot. Et ça, c'était dans le fond de la librairie et tu osais pas l'acheter par peur de passer pour un fou à la caisse. Donc Ouais. heureusement, l'émergence d'internet a fait que certains avaient créé des sites, donc on pouvait quand même avoir quelques sources, mais pas comme maintenant. Ouais, tu fais donc, tu te mets dans le «moule» entre guillemets pour C'est essayer ça. de te faire pas de te faire accepter, mais comment on Si, pourrait si, ouais, si, si, c'est dans mon cas, c'était se faire accepter et se faire intégrer et en fait avoir une vie comme tout le monde et pouvoir vivre les choses, se sentir dans un groupe, se sentir accueilli, apprécié. Et voilà, on a besoin d'être en groupe, on est une société grégaire, donc forcément on a besoin d'être en groupe pour se sentir vivre, pour se sentir accepté, pour se sentir dans la norme, ouais. obligé. Et voilà. Mais pour autant, ça m'empêchait pas de dire que je tirais les cartes, parce qu'en adolescent, j'ai eu mon premier tarot et j'apprenais à tirer le tarot et je disais je tirais les cartes. Et ce monde-là, je l'ai jamais vraiment fermé, j'en parlais un peu moins. Je l'utilisais peut-être un peu moins ou alors vraiment, vraiment en solitaire. Et oui, des phrases du genre Dieu n'existe pas, Dieu c'est l'univers. Non, je l'ai pas redit après. Je l'ai pas refaite celle-là. En tout cas, tu as jamais claqué la porte, à un moment donné pour aller dans le pur, Mais je, comment dire? Matériel, il faut je ce pouvais poste-là. pas. Je Ah ouais, pouvais c'est pas. Déjà, je ne voulais pas. Mais c'est juste que cette porte, elle se fermait pas. Et d'un, j'avais pas envie. Après, j'en parlais moins. Forcément, l'expression pour y voir, ils vont cacher prenait tout son sens aussi dans ce cas-là. Mais non, moi j'ai toujours cru, j'ai toujours senti qu'il pouvait y avoir, enfin, qu'on pouvait parler avec des esprits, qu'il pouvait y avoir des choses qui étaient plus grandes que nous. J'ai jamais cru en Dieu comme il est écrit dans les livres sacrés. c'est vrai qu'il peut y avoir, ouais, de la confusion quelquefois, ouais, entre, des croyances personnelles et des croyances, religieuses. On pourrait facilement mettre le tout dans le même paquet, alors pour moi, ce sont 2 choses qui ont rien à voir. Oui et non. Elles sont, enfin, à mon sens, elles sont similaires. Il y en a juste une qui donne plus de liberté que d'autres. C'est pour ça qu'en fait, les croyances personnelles, je mettrais plutôt moi le mot conviction, parce Ouais, que de ce fait, c'est évolutif, alors qu'une croyance, c'est figé. Parce que la croyance en Dieu, on te donne la Bible, le Coran, la Torah, c'est ça qu'il faut faire. c'est définitif, ouais. Voilà, c'est comme ça parce que c'est écrit comme ça, c'est mais au final, le chemin qui va se faire, que ce soit aussi bien dans le spirituel ou dans la religion, parce que la spiritualité est dans la religion. Mais pour autant, le message à retenir, que ce soit religion ou simple spiritualité, est le même. Pour moi, c'est le même message. C'est juste que la manière de l'atteindre est libre ou encadrée. Ouais. Donc c'est 2 choses différentes. Oui, je te rejoins, mais la destination pour Ouais, moi est la même. Moi, c'est ma vision de la chose. un truc quand même qui me surprend encore, dans le sens, le minot qui a 7-8 ans là, on lui met ça dans la tête et je me dis, au niveau de sa liberté de penser, ouais, ça ah oui, je trouve ça dommage, quoi. Ah bah, il la perd entre guillemets, hein. Sa liberté de penser, elle est réduite à: «Non, le monde, c'est comme ça». Si on prend la religion catholique, c'est Dieu qui a créé le monde en 7 jours. Ça, c'est pour expliquer la théorie du Big Bang. OK, 7 jours, pourquoi 7? Si on regarde juste les cycles naturels, on n'est pas sur 7 jours, on est plutôt sur des cycles de 28, mais bon, soit. Ça, oui, il a fallu cadrer. En plus, si on prend vraiment la religion catholique, ses origines, on est calqué sur les religions celtes. En fait, ils ont intégré des choses de plein de religions. Par exemple, Noël, on est juste sur le solstice d'hiver. Le principe de la bûche de Noël, c'est parce que les Celtes, à l'époque, créaient en fait une sorte de bûche avec différents bois et des feuilles qui, en fait, tenaient toute la nuit dans l'âtre. C'est ça, la bûche de Mmh. Noël, en Ah, fait. je savais pas du tout. En fait, il y a énormément d'enseignements qu'on peut trouver chez les Celtes, en fait, chez les druides, donc les chamans européens, si j'ose dire. Et en fait, beaucoup de religions se sont appropriées des choses, les ont transformées pour les rendre un peu en mode miracle. Parce qu'au final, le Père Noël, bon, c'est pas de la religion, le Père Noël, mais ça reste quand même, c'est ce qu'on amène à Noël, mais ça, c'est Coca-Cola qui l'a créé. Donc là, en plus, on est purement sur du marketing. Mais enfin voilà, il y a plein de choses où, plein de fêtes qui sont en fait en lien avec des célébrations celtes.
On va prendre par exemple, Ostera qui est en Pâques. On peut prendre aussi les feux de la Saint-Jean qui sont le solstice d'été, puisque la Saint-Jean, c'est le 24 juin, il me semble, et le solstice, c'est 21. Donc voilà, plein de choses comme ça où on a imposé des choses. En fait, on a repris les choses, des événements, on va dire, réels. On les a un peu modulés, d'une façon On les a à transformés, mais pas trop. Comme ça, les gens ouais. gardent le même calendrier. Ils sont pas trop paumés. Du coup, ça colle un peu avec les solstices, les lunes et tout le team. Donc avec les cycles, le cycle naturel, le cycle de la Terre. Et après, ils les ont adaptés à leur sauce. Mais au final, enfin, si on reprend toujours la religion catholique, enfin les chrétiens plutôt, on va faire un peu plus vaste. Quand on parle, à l'époque où ils brûlaient les sorcières et tout, quand on leur disait, mais oui, mais vous faites des prières, vous invoquez des choses, et puis vous... Voilà, il y a tout un rituel de sorcellerie, donc on allume une bougie, on allume de l'encens, on récite une incantation, c'est le terme qu'on emploie. Ok, après, dans une église, il fait quoi? Il allume des cierges, il brûle de l'encens, et il récite des prières. Elle est où la différence? Enfin, moi, c'est toujours ce que je me suis dit, je fais, mais en fait, ils font la même chose. C'est une histoire de pouvoir, j'ai envie de te dire. Bah, c'est ça, c'est juste qu'en fait, on leur dit, mais non, mais moi, je prie Dieu, c'est pas pareil. Ok, bah, d'accord. Pour moi, si. Ok. Ouais, c'est intéressant, ouais. Voilà, ça c'est ma vision des choses et voilà. Et même pour les religions, moi j'ai longtemps été intolérant à ceux qui, enfin pas intolérant. Je n'en voulais pas de mal, mais j'ai jamais compris. Et pour moi c'était de la stupidité. Puis une fois, je suis rentré dans une église, en Pologne d'ailleurs, et je voyais, enfin donc, très très croyants en Pologne, pays très croyant, et en pleine journée, les gens étaient là, et ils venaient prier. Et ça m'a interpellé. Je me dis, mais c'est étrange. Je me dis, mais voilà, je n'étais pas accoutumé à ça. Généralement, en France, on vient le dimanche pour la messe et puis, j'ai jamais fait attention que des gens venaient, n'importe quand dans la journée N'importe prier. quelle heure, n'importe quel Et jour là, de la c'était pas semaine. une personne sur un banc en plein milieu d'une église vide. Non, non, c'était plusieurs personnes. Donc il y en avait des dizaines. C'est intéressant. Et je me suis dit: «Mais pourquoi?» Je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais pourquoi?» Et je me suis connecté à une personne, alors sans rentrer dans, ce dont elle priait, hein, mais je me suis connecté un peu à son état d'esprit. Je me dis: «Mais pourquoi?» Et alors j'ai compris, je me dis: «Mais ils méditent et ils viennent là dans un lieu où ils vont se, se retrouver, se recentrer, se reposer et recentrer un petit peu leur pensée sur quelque chose de bien précis». Mais ouais, enfin, Ouais, de bon, en fait. ben oui, mais du coup, quand on fait une méditation, on fait quoi, en fait? Alors certains vont utiliser des méditations en récitant des mantras. Bah, c'est une prière, en fait. Non, mais c'est peut-être un point clé, tu vois, que tu viens de dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où c'est peut-être ce qui manque aux gens, c'est le côté Retrouver un pas petit peu forcément de... méditer, pendant 1 heure, les yeux fermés, mais peut-être se retrouver dans un lieu déjà et de penser, à soi, de se retrouver, ça peut être dans la nature, Ah oui, oui, c'est la ça même peut tout être seul, pas obligé d'être en groupe non plus, ouais, hein. voilà. Face à un arbre, enfin, on en parle, on rigole avec la sylvothérapie, mais au final, c'est pas... Mais en fait, ça fait la même chose. C'est juste qu'au lieu d'utiliser un banc dans une église faite de pierre et froide, on va utiliser un arbre. Et le principe est le même, à mon sens. Ah bah, je te rejoins complet, hein, et j'ai pris une bonne claque par rapport à ça, ce que j'ai expérimenté et sur des choses concrètes, du quotidien, hein. Ça pouvait être sur, par exemple, une inflammation à un talon, sur, l'émotionnel et en expérimentant la chose, c'est que j'étais soulagé physiquement et émotionnellement et là, j'ai dit: «Putain, là, il se passe quelque chose, hein» et puis c'est dans la nature, c'est gratos. C'est un médecin naturel, quoi. Ouais. Ah oui, mais ça fait des millénaires Ouais. que les anciens peuples connaissaient. On l'a oublié. Ouais. Mais sauf que c'est là, ça a toujours été là. Toujours, toujours été là. Parce que si on prend les médicaments, alors je suis pas contre l'allopathie, je suis pas contre les guérisons par médicaments, loin de là. La médecine a tout son rôle, a toute sa place, et heureusement qu'elle est là pour beaucoup de choses. Mais il faut pas oublier qu'à la base, les premiers médicaments, c'était quoi? C'était des plantes, c'était des champignons, c'était tout ça. Tout vient de là, de base. Ben, sur notre planète, Ben oui, tout est dans tout la est terre. ici. Bon, alors après, effectivement, ils soignaient moins de choses que maintenant. C'est en ça que l'allopathie a toute sa place. Mais certaines choses nécessitent pas de prendre un Doliprane dès qu'il y a un truc qui va pas. On peut peut-être faire autrement avant. Par contre, effectivement, si on part dans l'extrême, voilà, se dire: «Je ne fais pas une chimiothérapie pour soigner mon cancer, je préfère prendre des feuilles», on va se calmer. Je donne pas cher de ta peau. Bah, ouais, je Voilà. suis dans ce sens-là où
la médecine contemporaine, pour moi, en tant que médecine d'urgence, elle est indispensable et puis elle est exceptionnelle même. Par contre, sur d'autres symptômes, c'est vrai que au lieu de se jeter, par exemple, un médicament qui va mettre, sous le tapis, Il va la juste soigner le douleur, symptôme, ouais, pas la base, pas l'origine. je me dis la combinaison des 2 est toujours bonne, quoi, sauf qu'on essaye toujours encore de diviser cette médecine. Beh, c'est parce que, c'est ça des fois, ça vient même des médecins, hein. Il y a certains médecins, alors je dis pas tous, hein, mais j'ai déjà eu des retours de potes à qui j'avais conseillé des synergies en aromathérapie, mais ils en ont parlé à leur médecin. Enfin, il y a eu un surtout, il en a parlé à son médecin, le médecin, il a rigolé. Il fait: «Ouais, bon, au vu de ses problèmes de santé, effectivement, ça l'aurait pas guéri, mais en même temps, c'était pas le but, c'était plutôt d'aider et de soulager». Soulagé, quoi, ouais. Bah, voilà, sa réaction, c'était ça. OK, d'accord. Bah, soit, mais après, du coup, je dis: «Bah, tu es libre de faire ce que tu veux, quoi». De toute façon, c'est des plantes. Alors si c'est bien dosé, parce qu'il faut faire quand même attention, mine de rien, C'est la dose qui fait le poison, comme on dit. c'est ça. Donc en dosant bien, au final, ça peut amener un confort supplémentaire. Bah, ça, c'est pas négligeable. Ah bah, clairement. Selon sa pathologie, c'est clairement pas négligeable. Après, effectivement, c'est pas, 3 gouttes d'huile essentielle qui vont faire disparaître l'hernie. On n'est pas bête à ce point, mais voilà, si ça peut juste soulager la douleur et amener un confort supplémentaire, sans pour autant arrêter tous les traitements allopathiques, c'est très bien, quoi. Ouais, Pour moi, je trouve que c'est clairement complémentaire. je te rejoins complètement. On va faire un petit retour, en arrière avant d'arriver donc, en tant que tarologue énergéticien. On va reprendre, du coup, ton parcours là, avec, cette adolescence où tu es toujours resté, connecté avec la pratique du tarot. Pourquoi tu t'es pas lancé dans le tarot, à cette époque-là? Parce qu'à Ça l'époque, vient c'était comme pas ça. aussi large que maintenant. C'était pas aussi démocratisé, c'était toujours pointé du doigt, à un moment, je tirais même les cartes chez moi. Mon père, il m'a dit: «Tu vas finir dans une secte». Yes. Merci papa. Et enfin voilà, donc voilà la vision que les gens en avaient. C'est en plus, enfin chez moi, il y avait même aussi des bruits, enfin il y avait des présences parce que je les ai senties plus d'une fois. Elles m'ont réveillé plus d'une fois dans la nuit, et une fois, enfin, j'ai un souvenir où on était tous, à la maison, mes frères et sœurs, mes parents, même les animaux, on avait des chiens-chats et tout le monde était en bas. Il y avait personne à l'étage. Et dans ma chambre qui était au-dessus du salon, on entend marcher. Enfin, on entend vraiment des bruits de pas réguliers sur le sol. Mon père, ouah, c'est le bois qui craque. De manière régulière, comme si quelqu'un marchait. Ouais, c'est ça. Donc tu fais: «Bon, OK papa, t'as le droit de le croire». Mais j'entends ça, Je suis pas obligé, mais quasiment de garder ça pour moi ouais, et je continue. Du coup, tu as voulu te lancer dans quoi, dans la suite? je voulais être prof d'anglais. Ouais. Je voulais vraiment être dans l'enseignement, prof d'anglais, puis arrivé à la fac, j'avais commencé les études, puis je me suis dit: «Mais en fait, je vais passer toute ma vie à l'école». Du coup, j'ai dit: «Bah non, non, j'ai pas envie». Après, je suis parti sur un BTS dans le commerce et donc j'étais vendeur prêt-à-porter parce que j'avais fait en alternance. Après mon BTS, j'ai continué aussi dans le prêt-à-porter et puis après je me suis retrouvé au chômage et au chômage, tout Pôle emploi, quand je me suis inscrit et tout, on m'a dit: «Mais rejoins-nous, on embauche, on embauche». Bah, allons-y, Let's go. voilà et Et c'était pour faire quoi exactement? bah, c'était conseiller. OK. Conseiller, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas tout simple. J'imagine. C'est pas tout simple. On croirait pas, mais c'est pas tout simple. Donc oui, donc j'ai passé les thèses, j'ai été recruté, j'ai fait ça conseiller pendant presque 6 ans. Après, je passais formateur et j'adorais ce métier parce qu'il était complet, vaste, Celui de formateur ou plus de conseiller ou les tous, 2? Tous, ouais. tous, parce qu'en fait, il était principalement tourné vers l'humain. Donc j'aimais bien parce que c'était cadré, c'était carré, il y avait des règles, c'était top, mais c'était surtout tourné vers l'humain parce qu'au final, un dossier, c'était pas juste calculer le taux de l'allocation, c'était payer les gens pour qu'ils puissent continuer à vivre Ouais, tu savais pendant qu'ils leur étaient en accident. galère, quoi, Bah oui, oui, en oui, plus. oui, et même, enfin, recevoir des personnes, qui ont des problèmes, financiers ou autres et enfin les voir pleurer devant moi, c'est waouh! Comment je gère ça? Donc c'était vraiment, tourné vers l'humain et c'est ce que j'adorais. Je me sentais utile beaucoup plus que dans le prêt-à-porter. Mais tu as dit le mot juste, le fait de se sentir utile. Ouais, ouais, Moi, le premier, quand je me sens, on va dire, inutile
dans des situations. On peut me donner énormément de biens matériels ou d'argent, ça, alors c'est bien aussi, hein. Et en fait, ce qui comble quelqu'un, c'est se sentir utile, ouais. Enfin, moi, c'est un des critères. Dans le professionnel, ouais. C'est pas vital, mais pour se sentir bien dans un boulot, mais quasiment, ouais. Après, c'est propre à chaque personne. Ouais. Il y a plein de gens qui le verront pas forcément comme ça, mais c'est OK. Les fois où je me suis senti utile, ben, c'est les fois où j'étais le plus épanoui dans un boulot. Et l'argent va arriver après, bien sûr qu'il est aujourd'hui dans notre société, il est également important, Mais indispensable. indispensable, ouais. Mais cette utilité, j'ai l'impression qu'on l'oublie. Quand on se sent utile, on se sent en joie. On se sent en joie, on se sent bien. Tu avais une panoplie complète Oui, oui, c'est ça. de gens. C'est ça. Mais après, voilà, tout trouve un sens, tout a une explication. Pourquoi les gens peuvent aussi agir des fois comme ça et tout. Tout a toujours une explication. Ça excuse pas, mais ça permet de comprendre. Est-ce que tu utilisais tes ressentis? Toujours. C'est Toujours. intéressant. Ceux-là, ils m'ont jamais lâché. C'est les ressentis, les intuitions. Un des ressentis qui est le plus fort, c'est que souvent, je sens quand on me ment, quand on me la fait à l'envers et c'est juste flagrant. Enfin, je l'explique pas, c'est un truc. Et toi, corporellement, comment tu pourrais l'expliquer aux gens? Parce que ça se trouve, il y en a où ça se passe la même chose et ils ne le savent pas. Bah, ça fait un peu comme il y a ce qu'on me raconte, ce que je vois, et c'est presque un peu comme s'il y avait une autre phrase, une autre personne ou une autre image qui se faisait dans ma tête. Et limite, j'entends un truc qui dit mais non, mais c'est faux. C'est Un faux. truc qui arrive de. C'est ça. Bah non, c'est faux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et plus d'une fois, on se posait d'autres questions et les personnes se grillaient toutes seules. Mais pas que dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. Ouais, ouais. Ok. Quand on me dit ça, c'est d'accord. Ok. Et puis, bah voilà, en ressenti, c'est un peu comme si une évidence. Ouais. Quand on sait quelque chose, on le sait, on sait. Mais là, pour le coup, on ne sait pas pourquoi on le sait. Et Mais on le sait. corporellement, pas forcément au niveau du corps, mais plus à l'intérieur, j'ai envie de te dire, plus dans le cerveau, plus dans. Voilà, ça Tu peut le être mettrais propre, où? un peu, ouais, quelque chose de certain. Est-ce que ça fait quelque chose dans le corps? J'essaie de me remémorer. Ouais, j'ai une réaction. Ouais, alors est-ce que quelque chose qui va peut-être se serrer un peu là, mais sans pour autant, enfin, serrer, c'est pas le bon terme. Quelque chose qui va surgir peut-être d'ici. Et une évidence. Mais on va dire, c'est quand même un gros truc en plus par rapport à la majorité des gens dans sa vie de tous les jours. Je pense que tout le monde l'a, hein. Je pense que on va prendre l'exemple, je sais pas s'il y a un exemple qui vient là tout de suite maintenant, on va prendre une mère avec ses enfants, elle sent quand ses enfants lui font à l'envers. Elle le sait. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est acquis chez tout le monde. Après, est-ce que c'est réveillé? Ça, c'est autre chose. Mais de toute façon, de manière générale, hein, toutes les compétences, tous ceux qui arrivent en disant moi je suis médium, moi je suis ceci, moi je suis cela, j'ai un don, et Relou. reviens sur terre, gars, parce que en fait, tout le monde l'a, tout le monde en est capable. Après, certains, c'est déjà réveillé, c'est plus facilement accessible, donc ce sera plus simple et plus rapide. D'autres auront besoin peut-être de travailler un peu plus, déjà travailler sur leur confiance. Mais au final, tout le monde peut atteindre ce même niveau. Donc, quand on entend là dans le milieu, et c'est le truc en ce moment m'agace de plus en plus, moi j'ai un don. Alors, si on prend le mot don dans son explication de base, c'est quelque chose obtenu à la naissance. Oui, bah dans ces cas-là, moi si je prends mon exemple, oui, j'ai des dons. Mais je suis pas le seul à les avoir. J'ai été livré comme ça, ok. Mais tout le monde peut. Donc je suis pas plus fort que d'autres parce que moi, ils sont réveillés depuis le départ. Et ça, c'est bien de démystifier ça. C'est vrai que petit, quand j'allais voir par exemple quelqu'un qui traite les vers ou les verrues, et c'est vrai qu'on avait cette croyance que c'est vraiment la personne qui a le don et que c'était inné et que comment dire? Ouais, on la voyait un peu comme, pas comme Dieu, mais un piédestal plus haut, quoi. Ouais. Et puis et se rendre compte aussi que des personnes qui n'en font pas du tout leur métier sont conscientes également Et très connecté. et très connectées, ouais. Si on regarde juste la Terre, l'univers, si on regarde dans l'infiniment petit, c'est qu'un amoncellement de cellules, de noyaux, de choses tenues par de l'énergie. Ce n'est que de l'énergie. Techniquement, et en physique quantique, il y a des recherches qui ont été qui ont été faites et qui ont mis en évidence que, au final, on n'a jamais rien touché de notre vie. C'est juste notre champ énergétique qui touche le champ énergétique d'autre chose.
C'est comme s'il y a une paroi entre les deux, genre entre Exactement. nos 2 mains, si on fait ça, C'est genre, exactement ça. On n'a jamais rien touché de on est dans notre vie. l'illusion Mmh. du toucher. C'est ça. Ça, Et c'est ça, c'est une intéressant. étude qui est parue il y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc voilà, c'est ce côté subtil, ce côté imperceptible, au final, on commence à le découvrir dans l'infiniment petit. Mais c'est vrai que c'est dur pour des personnes, parce que c'est quand même des choses qui sont ancrées dans les gens ou quelquefois dur d'y croire. Mais après, est-ce qu'on en revient peut-être au sujet des religions, il y a eu des siècles et des siècles de cadrage. Les sorcières, on les brûlait, alors qu'au final, bah, c'est comme si on brûlait maintenant des chamans. Au final, les chamans, ça redevient très à la mode, sauf que ça a toujours existé. C'est pas nouveau, Bien sûr. c'est ancestral comme pratique. On prend juste les chamans mongols, enfin tous, enfin, même les natifs américains, les Indiens d'Amérique, enfin ils sont connectés à tout ça, mais c'est dans leur culture, c'est dans leur civilisation. On peut remonter beaucoup plus loin et pourtant il y a même des choses qu'on regarde sur certaines cultures qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui. Les Égyptiens, les Incas, il y a plein de choses, on en a déduit plein de choses, on en a compris plein de choses, il reste des écrits, on a traduit pas mal de choses, mais à mon sens, est-ce qu'on a réellement tout compris? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je pense que le chemin est encore long. Je pense aussi. Mais ouais, Récemment, on va dire, tout le monde connaît les coupeurs de feu. Ça, c'est un exemple où c'est quand même accepté aujourd'hui. ça redevient accepté. Ça redevient accepté, ouais. Et donc ça, c'est OK, mais par contre, si on bascule sur autre chose, là, c'est non. C'est ça que quelquefois je comprends pas. Je dis: «Mais tu OK pour dire que traiter les brûlures sans toucher, on sait pas pourquoi ça marche. Ouais. Ça, c'est OK. Mais par contre, sur une autre pratique, non». Bah, j'ai un exemple avec une amie comme ça qui coupe le feu, parce que c'est généralement c'est transmis de parents à enfants et une fois, je lui avais fait un rééquilibrage énergétique comme ça à distance et elle me dit, elle fait: «Mais j'ai eu mal au crâne», elle fait: «J'ai envie de dormir», elle fait: «J'ai eu plein de enfin, un peu très soif et tout», elle me fait: «Mais comment tu as fait?» Elle fait: «C'est pas possible, je la regarde, je fais: «Tu coupes le feu?» Elle fait: «Bah ouais». Je fais: «Bah, c'est le même principe». Elle fait: «Ah OK». C'est la même chose, juste tu appelles d'autres énergies, mais c'est exactement la même chose. Le C'est le dé même mécanisme. le déroulement est le même, ouais. Bah oui, c'est le même mécanisme. Il fait: «Ah oui, OK». Mais sur le coup, c'est: «Mais c'est pas possible». Bah, tu coupes le feu à distance. En quoi c'est pas possible? Tout pareil? Ouais, c'est comme si tout vient du même point de départ. Oui. Bah oui, tout simplement. Il suffit juste de dire, «Je veux faire ça» et en énergétique, on le dit, la base de l'énergétique, soit le magnétisme ou l'énergie se connecter à d'autres énergies, la base, c'est l'intention. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux faire? Si on sait ce qu'on veut faire, qu'on y croit dur comme fer, les choses se font dans l'énergétique, dans le subtil. C'est la base. Mais pour ça, il faut y croire. Savoir que ça existe. Se dire ça va marcher. Parce que même un tout petit doute, ça va mettre un petit peu le péril dans l'histoire. Ouais, le mieux, ouais, c'est d'expérimenter. Ouais. Et se dire qu'au final, fallait pas partir avec d'a priori l'expérimentation, mais pas en se disant ça va pas marcher et tout. Mais qu'est-ce que ça va donner? En mode, ouais, petit enfant qui Ouais, est curieux, ouais. Bah, au qui final, va on est jouer, un petit quoi. peu là-dessus, un éveil spirituel. Ce qu'on appelle éveil spirituel, c'est redécouvrir et réapprendre quelque chose. Donc apprendre de nouvelles choses et des choses anciennes, au final, qui sont déjà en nous, mais les réapprendre. Donc au final, on recommence un cursus d'éducation. Ouais, je vois bien le cheminement, parce que tu vois la vie de bébé jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à 10 ans où tous les jours, tu apprends quelque chose de nouveau. Surtout le bébé, il arrive, il sait Ouais. rien du tout, quoi. Enfin, Et là, c'est un peu le même cheminement, quoi. Tu te dis: «Il y avait ça», puis et là, tu regardes à gauche, tu dis: «Putain, il y a encore tout ça à apprendre». c'est ça. Et en plus, tu Que peux je même pas te baser sur tes expériences, sur toutes tes expériences, parce que certaines sont cadrées, orientées et figeantes. Ouais. Donc il y a certaines expériences qu'il va falloir que tu lâches, certaines connaissances qu'il va falloir que tu lâches, certaines certitudes qu'il va falloir oublier en disant bah, en fait c'était du bullshit. Comme si tu étais là, dans ta vie, tu montes, tu regardes à gauche, tu fais: «Putain, faut que je déconstruise, tout ce qu'on m'a appris». Enfin, pas tout, mais une Une partie. partie. Ou tout au moins se mettre à douter. Se mettre à douter et que, en fait, tu dis, là, il y a toutes les peurs, il y a toutes les blessures et là, il peut y avoir une dualité entre les 2 où Bah, il peut parce que mmh, est-ce que tu es capable de lâcher les choses? Est-ce que tu es capable en fait de prendre de la distance sur les choses? Est-ce que tu es capable de sauter dans le vide? Parce qu'au final, beaucoup de nos croyances, beaucoup de notre croyances limitantes au final, nous servent de filet. Ça nous évite de tomber.
Mais quand on est livré à des vérités qu'on ne croyait pas, tout simplement, et qu'on se rend compte qu'au final, elles étaient vraies, c'est presque un saut dans le vide, hein. Bon, après, c'est jamais un vrai saut dans le vide. Il y a pas de filet, mais il y a un élastique. Donc il y a toujours un truc comme ça, et puis au final, on y va par étapes, on y va que si on en a l'envie, et puis on sait même pas, en plus, on sait même pas où ça s'arrête, parce que même les personnes les plus éveillées, elles seront capables de dire uniquement ce qu'elles ont expérimenté. Mais est-ce qu'elles ont tout expérimenté? Voilà, qu'est-ce qui reste? Enfin, voilà, c'est comme un iceberg. Il y aura peut-être une grosse partie qui sera sortie de l'océan, mais il y a quoi encore en dessous? Ah, la notion de vérité, Qu'est-ce elle qui est existe compliquée. vraiment? C'est pour ça que j'ai tendance à dire, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien, même ça, mais au final, quand on me pose une question et que je sais pas, ou que j'émets une vérité qui est la mienne, je rajoute souvent, de toute façon, je vérifierai quand je serai mort. Parce qu'à aujourd'hui, j'ai des convictions. Pour ça que je préfère le terme conviction que croyance, parce que croyance, comme j'ai dit, c'est figé, alors conviction, c'est évolutif. J'ai des convictions. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas? J'en sais rien, mais aujourd'hui, elles me permettent, moi, de trouver un équilibre. Donc ça me va très bien. Mais est-ce qu'elles sont vraiment vraies, et qu'est-ce qui reste encore à découvrir? Ben, rendez-vous quand je serai mort. Et c'était quoi pour toi la plus grande vérité pour toi, où ça t'a mis une claque? Je dirais quand j'ai découvert le magnétisme. Il y a plein de choses, enfin, voilà, des contacts défunts, des présences ou autres, tout petit, j'en ai toujours eu des flashs, des intuitions, des ressentis, j'en ai toujours eu, donc ça, au final, c'était suite logique. Par contre, quand, des potes, m'ont expliqué en plus un exercice que je propose dans mes formations en énergétique, c'est, le principe de la boule blanche. Donc on tient ses mains comme ça, on imagine qu'on tient un ballon entre ses mains. Alors on peut l'imaginer, ballon de foot, ballon de basket, ou simple balle lumineuse, et on imagine qu'on la tient vraiment, et arrive un moment, en se concentrant vraiment bien dessus, si on essaye de resserrer ses mains comme ça, on va sentir une résistance, comme 2 aimants qu'on essaye de rapprocher. Ça, c'est ton magnétisme, que tu focalises entre tes mains. Et là, tu dis: «Waouh, mais j'ai le pouvoir dessus, en fait». Enfin, j'ai le pouvoir. Je peux mettre en action des choses avec ça, avec moi, mais avec aussi ce qui m'entoure. Parce que tout a un champ énergétique, tout a un champ magnétique, même la Terre en a un. Donc, et d'ailleurs, heureusement qu'il est là, ça me protège des éruptions solaires. Donc, voilà. Mmh. Mais voilà, ça, c'est, à mon échelle, la règle de l'univers. À mon échelle. Et là, tu fais: «Waouh, mais si je peux faire ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Avec quoi je peux rentrer en contact?» Ah, c'était, un peu le point de départ pour, élargir d'une C'est manière, ça. illimitée, quoi. Bah, c'est ça, c'est exactement ça, et encore de manière limitée. Elle à aujourd'hui, en tant qu'être humain, elle est limitée à ma capacité à voir et à lâcher prise et à sauter dans le vide. Donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça, je dis quand je serai mort, je saurai peut-être. Et on va revenir à ta fonction chez Pôle emploi. À quel moment tu senti que là, tu te dis: «Il y a un truc, va falloir que ça change, va falloir que ça bouge»? Pour Techniquement, je me le suis pas vraiment dit, parce que c'était vraiment un boulot qui me plaisait, en plus, enfin, je formais des gens, donc, voilà, je sécurisais, je savais que mon rôle était juste, voilà, c'est une administration, c'est un peu politisé, si j'ose dire. Forcément, les politiques de l'emploi sont mises en place en fonction des différents gouvernements, donc, arrive un moment, je me retrouvais plus dans ce qui était imposé. À un moment, mon cerveau, il a pas tenu, j'ai fait un burn-out. Ouais, j'ai stack, et et voilà, c'était tellement et fort, et je me suis tellement accroché longtemps. Les médecins, ils ont dit: «Non, non, vous n'y retournerez pas». et tu l'as senti comment les premiers signaux de ce burn-out? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont traversé ça, qui sont en cours de cela et tu vois, au niveau prévention, tu pourrais dire quoi? Dans ton cas à toi, est-ce que tu te souviens des premiers symptômes ou des premiers J'en avais moments? pas vraiment conscience. Ouais, c'est dur d'en avoir Ouais, conscience ouais. sur le moment. Ouais, parce que si j'y réfléchis bien, je faisais une thérapie avant même de faire mon burn-out, donc je voyais une psy parce que j'avais des choses personnelles, enfin, mon histoire personnelle faisait que j'avais des choses à régler, Mmh.
Et ma psy essayait de me faire comprendre des choses, en l'occurrence professionnelles, parce que je pense que le premier symptôme qui était juste énorme chez moi, c'était l'immense colère et l'agacement. Mais une colère, en plus, neuroatypie hypersensible, faisait que, voilà, ce que quelqu'un va dire en une phrase d'agacement, moi, ça va prendre 3 jours de colère et impossible à redescendre. Et c'était ça, et je déchargeais tout ça pendant mes séances avec ma psy, et elle voulait me faire dire qu'il fallait que je change de boulot. Je comprenais ce qu'elle voulait que je dise. J'avais pas envie. À un moment, je lui ai dit, je sais, ça fait 4 ans que vous voulez que je le dise. Mais non, je n'ai pas envie. Elle fait, ouais, j'ai bien compris, c'est pour ça que j'ai pu insister. Mais voilà, elle voulait vraiment, elle voulait m'emmener vers ça. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas, parce que j'aime bien ce que je fais, parce que ça me plaît, parce que aussi, matériellement, j'étais plutôt confort. Donc voilà, c'était cool, puis j'adorais surtout ce que je faisais. Elle te voyait de hauteur, là, en train de voir le ravin, là. Non, mais elle, je pense qu'elle a vu les choses arriver, hein. Et puis après, voilà, il peut se passer des choses aussi dans la vie plus personnelle pour le coup, et qui font que ma vision de la chose, c'est que dans nos vies, on a 3 piliers. On a sa vie pro, sa vie perso et sa vie privée, si j'ose dire. C'est un équilibre des 3. C'est ma vision de la chose, hein. C'est un équilibre des 3. Donc quand il y en a un qui s'écroule, il y en a toujours 2. Ça tient toujours en équilibre. Et quand il y en a un deuxième qui s'écroule, quand on met un coup dans le deuxième, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus qu'un, ça s'écroule. Mais sauf qu'en fait, généralement, on ne se rend pas compte qu'il y en a un qui ne marche plus parce que les 2 autres tiennent en équilibre. Donc on arrive toujours à maintenir un truc. Tu arrives à compenser, en fait. C'est ça. Quand Tu prends une plateforme, tu as 3 piliers, il en reste quand même 2, ça tient quand même. Et voilà, une fois que le deuxième tombe, si le troisième il est au centre, c'est bien. Mais encore, ça ne sera pas hyper stable. Voilà, c'est un peu ma vision de la vie. Donc j'avais déjà un pilier qui était un peu morflé, qui était un peu cassé. Et puis juste un truc dans la vie privée qui a fait que, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un pilier déjà de cassé. Et là, l'esprit... c'était l'accumulation. C'est ça. Et un burn-out, c'est ça. On s'accroche jusqu'à un moment, un matin, le corps, il dit non, tu vas pas, tu ne peux pas. C'est réellement ça. On parle beaucoup de ça, mais on n'en parle pas beaucoup de ces symptômes. Je pense qu'ils seront différents à chacun. Moi, mon corps, il savait encore tout faire. Par contre, il y avait des troubles anxio-dépressifs en plus. C'est un matin, le corps qui veut plus se lever, 2 plus 2 égale 4, impossible à faire. Les choses devenaient compliquées, même juste faire bouillir de l'eau devenait compliqué. Moi, j'avais pas ça. Pour autant, j'étais dans la capacité totale, le fait de me dire j'y vais, ça décuplait une colère, mais... ok, ouais. C'était ça qui était une anxiété, une colère, la colère qui cachait l'anxiété. En fait, c'est la peur de mais qu'est-ce qui va encore se passer? Et c'était quoi la peur à ce moment-là? Aucune idée. Je pense que c'était la saturation et le fait de se dire non, je peux plus. Et enfin, chez moi, la colère, je deviens un peu agressif, alors pas physiquement, mais le moindre petit truc va me... Impulsif. Ouais, une impulsivité très forte. Et alors dans les mots, juste toujours dans les mots. Mais ça peut être dangereux, surtout dans le milieu professionnel. Je kiffais ce que je faisais, je trouvais plus de sens, mais je m'accrochais. Mais tu pensais à ce moment-là encore au tarot ou pas? Ah, mais le tarot, il m'a jamais quitté. Ouais, il t'a jamais quitté. Non, ouais. parce que j'avais déjà créé mon activité de thérapeute énergéticien. Alors à l'époque, je faisais que le tarot, la litho et les soins énergétiques. Ah, donc tu avais déjà commencé en parallèle. Oui, j'avais déjà commencé 3 ans avant, en 2021. Donc j'avais déjà ça, mais voilà, c'était juste officialisé quelque chose qui est chez moi depuis... Oui, ça prend tout son sens, quoi. Voilà, le tarot, ça fait 30 ans que j'ai appris à le tirer. Mon premier tarot, ça fait 30 ans que ma grand-mère me l'a offert. Donc au final, c'est juste officialiser quelque chose qui a toujours été et pouvoir en vivre, essayer d'en vivre. À l'époque, c'était plutôt ça, c'était une activité complémentaire. Et oui, le tarot, c'est une grande histoire d'amour avec moi. Et comment il est venu à toi? Ma grand-mère me l'a offert. Mais alors, comment on me l'a offert, c'était juste très drôle. C'était à l'époque, alors c'était il y a 30 ans, donc les plus anciens se souviendront peut-être des éditions Atlas. Et ma grand-mère faisait souvent des commandes chez eux. Et en cadeau, elle avait reçu des jeux de cartes, en l'occurrence le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille, et un jeu qui s'appelle La Voyante, qu'on trouve encore dans le commerce. Et à chaque fois que je voyais ce jeu et tout, et je disais, mamie, donne-le-moi. Elle fait, non, je peux pas, si je te le donne, il faut que je donne la même chose aux autres petits-enfants, c'est compliqué. Ok.
J'entends, pas de souci. Puis un jour, elle me le dit, elle me le tend, elle fait: «Tiens». Je fais: «Bah, je pensais que si tu me le donnes, faut que tu donnes aussi aux autres petits-enfants, donc non, je peux pas le prendre». Mamie, elle fait: «Si, si, tu l'as toujours voulu, prends-le». Et donc là, ça a démarré à partir de là. Voilà, et là, j'ai eu mon premier tarot et je sais plus quel âge j'avais, alors je dis 15 ans parce que je sais plus, j'étais ado, mais je sais plus quelle partie d'adolescence, donc il y a 28 ans pour être C'est pas mal. approximatif, parce qu'au final, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais ado, ça c'est sûr. J'étais au collège. OK. Et ce tarot, toi, de manière concrète, tu l'utilises pour régler quel genre de problématiques ou de questionnements chez les gens de manière générale? Est-ce qu'il y a des choses où tu vas être plus sensible ou alors vraiment c'est dans tout, de toute façon, les cartes, elles parlent et toi, tu y vas? Dans ma pratique, à aujourd'hui, parce qu'elle a évolué, et à aujourd'hui, j'utilise le tarot quand je fais une guidance à une personne, j'utilise le tarot pour voir quelle situation doit être mise en lumière et où sont les blocages. Et je mets souvent, pour pas dire tout le temps, très souvent dans le mille. Et même des fois, les personnes, sur le coup, me disent: «Bah non, ça me parle pas», ils reviennent une semaine après en disant: «Non, j'avais pas pris conscience de ça et bah, tu avais raison». Et ça me permet juste de poser une situation au présent, de rentrer dans la façon de penser et dans peut-être même dans les mécanismes de blocage des personnes, les mécanismes de défense des personnes, j'utilise le tarot pour ça. Pas de manière divinatoire, parce que moi, faire la prédiction, ça ne m'intéresse pas et ça ne Heu, m'intéresse plus. ouais, parce que le côté prédictif, ça, j'aimerais bien en parler juste un petit peu. Parce qu'une partie des gens, on va dire assez cartésiens, peuvent avoir peur du tarot sur ce côté-là, où on peut avoir peur en disant: «Ouf, il va me dire ce qui va se passer». C'est une probabilité. Parce que même dans une guidance, ça peut arriver. Et moi, j'aimerais savoir ton avis là-dessus, où on fait un tirage, tu me dis: «En faisant ça, avec ça, les probabilités peuvent amener à tel résultat». Au niveau du libre arbitre et au niveau du destin, Alors, comment tu vois les choses? j'ai ma propre vision, moi, face à ça. Et j'aimerais savoir, toi, à quel point on a une ligne, une route où tout est tracé, et à quel point on est maître de nous-mêmes et on peut aller sur un autre chemin. Alors, j'ai une vision là-dessus. Pareil, elle m'est propre, hein, c'est pas une vérité absolue. Je pense que tout est écrit. Tout est écrit. Par contre, là où on va le faire, mettre en place le libre arbitre, ça va être sur, les choix qu'on peut faire. Les choix qui peuvent nous être, proposés. Ceux qu'on va choisir, enfin, ce qu'on va choisir ou pas. Et les réponses à chaque choix sont écrites et pour autant, là où on a le libre arbitre, c'est ce que je vais choisir. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça pour moi, c'est un mix des 2. On a bien le choix de la direction à prendre, pour autant, la conséquence est déjà écrite. Donc tu peux redire, s'il te plaît? Ah, c'est un peu comme si, tu vois, tu arrives, tous les choix dans ta vie seront une page, Ouais. une feuille par choix. Le choix qui sera fait, tu vas avoir tout un résumé, tout un paragraphe de ce qui va se passer par rapport à ton choix. Et en gros, c'est comme si tu étais face à plein de feuilles volantes et tu prends celle que tu veux. Tu as le choix dans ce que tu vas vivre. Ouais, Pour autant, si tu choisis ça, tu vas vivre ça. je vois ce que tu veux dire. Et bah, la question qui vient, c'est: est-ce qu'on doit passer par la souffrance pour arriver à la joie par rapport à ce Alors là, tu chemin? auras plusieurs réponses possibles là-dessus. D'un point de vue spirituel, on va dire que le principe d'incarnation fait qu'on vient sur Terre pour expérimenter par l'émotionnel, et l'émotionnel passe par la souffrance. Là, c'est si on rentre sur la sphère réincarnation. Ce qui peut faire souffrir, si on veut faire rester un petit peu plus psychologue, rentrer un peu plus dans la psychologie, ce qui va faire souffrir, c'est justement le fait de s'accrocher à ce qui nous a fait, ce qui nous a construit, et le fait de s'accrocher à ce qui n'a plus lieu. Donc, c'est-à-dire accepter de lâcher prise, parce que s'accrocher à ce qui n'existe plus, au final, va rendre triste. Les attentes aussi peuvent aussi bloquer, parce que le fait de créer un truc, ça va, le fait de se dire: «Je veux absolument avoir ça», et si ça ne se produit pas, ça va créer une déception, peut-être une frustration et un peu de souffrance aussi. Est-ce qu'on est obligé d'y passer? Non. Est-ce qu'on le fait? Oui. Parce que c'est nos mécanismes qui sont comme ça, parce qu'on est réfractaire au changement souvent, parce que
pour X raisons, et c'est OK. Mais quelquefois, je me dis, mais tu vois, quand j'ai des périodes de souffrance, là, je me dis, je sais que je suis dans cette souffrance, à cette période-là, et il y a ce côté-là qui est habitué, en fait, depuis petit à passer par ces périodes de souffrance. C'est parce qu'en fait, on reste accroché à ce qu'on connaît. Ouais. Parce que c'est notre zone de confort, même si elle est hyper inconfortable, c'est notre zone de confort. Et on sait, et on n'aura pas de surprise. Si on est dans cet état-là, qui est celui qu'on connaît depuis tout le temps, qui nous a protégés, mine de rien, ça nous a protégés, c'est le mécanisme de défense. Et oui, on sait, on a même le contrôle dessus parce qu'on sait, on sait ce qui va arriver. Et ça nous rassure, même si c'est hyper inconfortable. Parce que ouais, à prendre de la hauteur, dès qu'on est dans la souffrance, dans mon cas, je parle, hein, parce que je parle pas de cas extrêmes, c'est un choix. Quand je suis dedans, ma souffrance, et que j'en ai conscience, à ce moment-là, pour moi, c'est un choix. Oui, c'en est un. Enfin, c'est pas le mot choix que je dirais réflexe. Ouais, réflexe, c'est vrai. Parce que le choix, si vraiment tu as conscience du choix, tu irais pas. Ouais. C'est juste un réflexe. Et c'est ce que je te dis, on revient dans nos mécanismes acquis depuis l'enfance, et là, je sais ce qui va arriver. On ne peut pas me faire plus de mal parce que là, je suis dans quelque chose où je sais ce qui va arriver. Donc je contrôle. Donc ça me rassure. Réflexe. Et enlever les réflexes, c'est cool. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, accepter le saut dans le vide sans filet, sans voir l'élastique, pourtant il est là. Et ça, c'est humain. Je ne me pose pas en donneur de leçons parce que je suis le premier à me renfermer pareil dans ces réflexes compliqués. Je suis le Non, premier à le faire. c'est trop intéressant parce qu'il y a le côté où, pas tout le monde, mais on a ce côté où oui, on a envie d'évoluer, mais il y a le côté où presque, on voudrait presque être parfait. Et je sais pas si c'est de la tolérance ou de l'intolérance à juste à quelquefois être, comment dire, à pas aimer quelqu'un, à être en colère, à être triste. Tu vois? Ces côtés qu'on dit de négatifs, je me dis une personne qui est OK avec ça, c'est peut-être ça, une personne vraie. Une personne qui a des peurs, qui a encore des croyances, qui le sait, mais qui se dit: «Bah, c'est comme ça, quoi». Une personne qui connaît ses failles et qui n'a pas peur de les mettre en avant et qui s'oblige pas à les cacher pour coller à une norme, pour coller à une société, pour coller à une façon d'être, pour être intégré, pour être accepté. C'est un peu tout ça. C'est en fait être vrai avec soi-même. Mais oui, non, la question elle est intéressante. Est-ce que c'est ça les personnes vraies? D'être vrai avec soi-même, je vais te donner un exemple. Tu vois, dans certaines situations, je sais que je vais mettre un masque. Tu vois, avant, ça m'énervait et maintenant de me dire: «Bah, là, j'ai le masque de je sais pas, du rigide et puis peut-être que c'est comme ça». Voilà, à ce moment-là. Tu vois, avant, ça me mettait en colère même, tu vois? Dire: «Putain, j'arrive pas à être moi-même», tu vois? Bah, là, j'arrive peut-être pas à être moi-même tout le temps, mais faut pas être parfait, quoi. C'est ça que je veux dire, d'être 100 authentique, 100 comme on dit, de pas avoir de peur, de pas avoir de croyances limitantes. Ça, il y a un moment où je me dis: «Mais fais chier, quoi». Mais ça, c'est les injonctions et c'est les côtés négatifs, je pense, de ce domaine spirituel. Et là, on le voit, enfin, comme forcément ça se démocratise et que de plus en plus de personnes découvrent ça et se mettent en avant. Et ils ont raison, hein. Après tout, c'est pas un cercle fermé non plus. Mais c'est une analyse que je me fais un peu en ce moment. C'est une observation que j'ai. C'est les gens en fait ont besoin de cadre et du coup en fait deviennent injonctifs. Ils ont besoin d'un cadre et grand bien leur face. Hein, il y a nos soucis là-dessus. Mais comme ils s'imposent en sachant, ben, ils imposent de ce fait aux autres aussi des façons de penser. Ça va être le côté un peu compliqué de la spiritualité qu'on pourrait même mettre en parallèle à la spiritualité New Age. Donc il faut toujours être amour, ne pas avoir de pensées négatives, toujours des pensées positives, toujours ouvert, pas de colère, nani nanana, enfin, être namasté constamment. C'est vrai que ce côté-là, à un moment, on m'avait montré ce truc-là, où oui, en gros, pas d'émotion, en silence, répondre de bonne manière, être Bouddha. Ouais, mais il y a un truc d'entrée de jeu, un truc qui va primer sur tous les enseignements qu'on peut recevoir, même s'il faut raison garder, on est bien d'accord, mais tu es un être humain. Et l'être humain, en fait, il est composé de tes émotions. Point. Tu peux prendre toutes les littératures du monde que tu veux, toutes les doctrines, toutes les spiritualités, toutes les religions. Tu restes un être humain.
Et tu es gouverné par tes émotions, par tes réactions et elles sont souvent, très souvent liées, hein, elles sont même liées tout court. Bah, à un moment, si quelque chose t'agace parce que ça va mais voilà, pourquoi ça t'agace? Si ça te met en colère, ça dépasse une limite. Quelle limite est dépassée? Pourquoi ça dépasse la limite? Qu'est-ce qui a créé ce truc-là? Voilà, donc ta réaction, au final, symptôme. Bah, je sais pas, aller voir le médecin d'abord. Même une fois, on m'a dit, «Est-ce que tu peux me faire un bracelet personnalisé pour un tel? Elle est OK et tout, elle est un peu en mode anxieux, nanani nanana». Puis d'autres symptômes derrière. J'ai dit, je fais: «Beh, s'il y a vraiment une notion d'urgence, faut qu'elle aille voir son médecin. C'est pas mon bracelet qui va la soigner». Et C'est, et et toi, tu vois ça comment? Quelle est ta notion par rapport aux bienfaits des pierres et dans la vie quotidienne? Ta vision par rapport à ça? Ce qu'elles peuvent pas apporter et leurs limites aussi? spontanément, je ne parle pas des bienfaits physiques et je dirais médicinal pour pas dire médical, donc j'emploie volontairement le terme qu'on donne aux plantes, pour les pierres parce que les gens en fait, enfin, ils viennent soigner un symptôme. Quand on me dit: «Ouais, j'ai souvent des migraines, quelle pierre pour les migraines?» Bah, qu'est-ce qui provoque la migraine? À quel moment tu as une migraine? Est-ce que c'est à cause d'une émotion? Est-ce que c'est enfin, je sais pas, il peut y avoir plein de choses, ou alors sinon, enfin, voilà, j'ai de l'arthrose, quelle pierre pour l'arthrose? Il y en a plusieurs, je sais pas. Les gens viennent soigner comme en allopathie, comme quand ils vont voir le médecin, j'ai ça, ça, ça comme symptôme, on va prendre ça pour tel symptôme, ça pour tel symptôme, ça pour tel symptôme. OK, ça marche, OK. Et heureusement d'ailleurs que ça marche. Mais là, on est plutôt dans le milieu énergétique et dans le pour pas dire spirituel, on va rester juste dans l'énergétique et ça a des causes. Le symptôme n'est qu'une conséquence de quelque chose et aller soigner le symptôme, ça va rien empêcher, ça va revenir. Tandis que si on remonte plutôt à la cause, qu'est-ce qui déclenche ce symptôme? Là, on va pouvoir régler un peu plus les choses. Et donc, quand on me dit: «Je veux ça pour tel symptôme», je me dis: «Oui, bah, oui, alors si ça trouve sa source dans l'énergétique, OK. Si la source est biologique et donc médicale, la pierre, elle va rien y faire». Alors peut-être on peut apaiser, à la rigueur, mais elle ne va rien faire du tout. Elle va pas soigner. C'est vrai. Rationnel, Mmh. ça peut être aussi, enfin, généralement, on peut avoir une migraine parce qu'on est un petit peu anxieux, enfin, je ne sais même pas si c'est le cas, mais, par exemple, donc mal à la tête, OK, mais est-ce que tu enfin, voilà, ou sinon j'arrive pas à dormir. Voilà, tiens, on va prendre plutôt cet exemple-là. Au moins, je dirais moins de bêtises si jamais j'en dis. Je n'arrive pas à dormir, je veux une pierre pour dormir. On m'a dit que la métisse, ça marchait bien. Oui, oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la rumination? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est peut-être un manque d'ancrage? Est-ce que c'est ton lieu de vie? Est-ce que c'est C'est ça, il peut y avoir plein de motifs du est-ce pourquoi que je ça n'arrive pas vient à de ta dormir. famille? Voilà, Voilà, ouais. et le fait de pas réussir à s'endormir devient le symptôme. Je veux soigner ça, je veux dormir. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ouais, tu retraces, tu retraces, tu retraces jusqu'à trouver cette cause Jusqu'à et là, trouver à partir de là, tu peux dire: OK, «OK, là, cette bah, là, on doit pierre-là, soigner OK». ça et bah, de fil en aiguille, cause-conséquence, ça Mmh. aura un impact sur le symptôme. Ça, on le voit, enfin, on le voit en tout, en transgénérationnel, on le voit ça, sur les constellations, c'est comme ça que ça marche aussi. J'ai ça comme blocage. Bah oui, mais la source, c'est quoi? Ah OK, la source, c'est ça. Alors, bien évidemment, dans une constellation, on ne peut pas certifier que la cause est réellement ça, comme décrite dans la constellation. Pour autant, ça a quand même créé quelque chose qui vient bloquer. Et ça, par contre, c'est réel. OK. Voilà, donc du coup, ben, tu comprends ça, on agit là-dessus, ça vient toi de débloquer. Ben, tout fonctionne comme ça, un soin énergétique, c'est pareil, la lithothérapie, ça marche comme ça, et même le tarot, en fait, au final, juste mettre en lumière, moi, quand je sors 9 cartes de tarot et que je raconte une situation de la vie de cette personne, j'aime même mettre le doigt sur des choses dont la personne n'a même pas conscience, ou qu'elle ne jugeait pas hyper important, ou elle voyait pas le lien. Alors que c'était ça la cause, quoi. C'est ça, et elle voit pas le lien, et là, c'est: «Ah merde, ça vient de là?» Bah, vraisemblablement. Donc quels conseils on peut mettre en place? Je vais plus loin dans la guidance en prenant d'autres jeux après. Mais quoi qu'il en soit, la situation, bah oui, mais c'est selon les cartes et selon ce que je ressens, c'est ça qui cause ça.
Et donc on va faire en sorte, avec ce tirage-là, en gros de par rapport à cette cause, quoi faire derrière Ouais. pour améliorer la C'est ça. situation, quoi. Là, c'est pour ça qu'après, j'ai plein d'outils derrière. Ma boîte à outils, elle est assez chargée parce que justement, je veux pouvoir proposer plein de choses parce que là, dans ma présentation, j'aurais pu rajouter aromathérapie. J'aurais pu rajouter aussi que je me suis formé à la PNL. En ce moment, je suis en train de me former au TCC, donc aux thérapies cognitives et comportementales, pour juste pouvoir avoir des grilles de lecture supplémentaires pour pouvoir aider les personnes à justement lever ces blocages. Mmh. Mmh. Et Intéressant. je passe mon temps à apprendre parce que je sais que d'ici la fin de ma vie, je vais encore apprendre plein d'autres choses parce que ma neuroatypie fait ça. Et merci. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, tu l'as découvert quand cette, neuroatypie? Et ben, Tu m'as pendant dit? mon burn-out. Pendant mon burn-out, parce que quand je suis allé voir le psychiatre, quand j'avais rendez-vous avec le psychiatre, au deuxième rendez-vous avec, il me pose une question toute bête en disant: «Vous n'avez pas un trouble de l'attention? Vous arrivez à rester avec de l'attention ou autre?» Je voyais qu'il voulait parler d'un TDAH, mais je contourne le truc. Et il revient, mais il repose une question, mais beaucoup plus. Du coup, Sec. c'est ça, je fais: «Vous pensez à un TDAH?» Il fait: «Oui, oui, oui». Bon, j'aurais peut-être plus dit peut-être HPI ou autre, parce que j'ai toujours su que j'avais une façon de penser un peu différente. Et là, ce qui m'a interpellé, c'est qu'un psychiatre, spécialiste quand même de ce genre de choses, du comportement quand même humain et de tout ce qui est maladie, aussi mentale. Donc voilà, c'est pas, enfin tout ce qui est, maladie peut-être pas, mais pathologie, parce qu'au final le TDAH est une pathologie. Bon, non, c'est peut-être pas le bon terme, mais Un trouble? ouais, c'est ça. Un trouble, et donc c'est vraiment cérébral, c'est vraiment au niveau du cerveau pour le TDAH tout au moins. Donc je me dis, au deuxième rendez-vous, le gars il m'a vu 20 minutes dans sa vie en tout et pour tout. Il décèle ça. Je me dis, bon, enfin il me sort ça. Je me dis: «Bon bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'assez flagrant». Et après je lui ai demandé un contact. J'ai pris un rendez-vous avec, la neuropsy, dont il m'avait donné le contact, et j'ai passé les tests, et dans une optique de vérifier un TDAH que je n'ai pas. Pour autant, l'HPI est ressorti. Et ça t'a permis de comprendre quoi en premier? Alors, un truc qui m'a sauvé, mais enfin sauvé, le terme est peut-être un petit peu trop fort. Un truc qui m'a permis de lever un blocage, qui était le blocage du syndrome de l'imposteur, voilà. Je retrouve mes mots, ça marche mieux. Le syndrome de l'imposteur, ça c'est le truc qui bloque quand même énormément de gens. Parce qu'en fait, je me disais: «Mais comment je peux apprendre autant de choses et me dire que j'utilise autant d'outils?» Et même moi, je me dis: «Mais les personnes en face qui voudraient venir me voir pourraient potentiellement se dire: "Mais est-ce qu'il est vraiment bon dans ce qu'il fait?" Parce qu'en fait, il gère plein de choses». Ça, c'est quelque chose qui peut intéresser plein de monde parce que je pense qu'il y a enfin plein de monde. Une partie des gens sont dans ce cas-là, dans le sens où, comme tu dis, elles sont pas sur un thème ou une chose à apprendre, à se spécialiser, elles sont sur plusieurs choses Mmh. et ça peut mettre le doute en disant: «Mais j'ai l'impression de toucher à plein de choses, mais» Et oui. et toi, ouais, Oui. raconte Et comment ça ben, s'est ça m'a juste permis de me dire, ben, comme on dit HPI, au potentiel intellectuel. Alors ça veut pas dire que je suis beaucoup plus intelligent que les autres, ça veut surtout dire que mon cerveau fonctionne différemment, à une plus grande vitesse, avec une façon de penser, alors pas réservé aux HPI, on est bien d'accord, mais c'est presque le mécanisme de base des HPI, de penser en arborescence. Donc moi, tu me dis un truc, je vais avoir 5 scénarios qui vont se créer dans ma tête, 5 scénarios différents, et ça va me permettre de voir plus globalement une situation. Avec, de voir aussi très facilement les points positifs, ce qui le sera pas, et comment pallier les choses. Et voilà, mon cerveau me permet ça. Et donc il a aussi un besoin d'apprentissage très rapide, il a aussi un besoin d'apprentissage tout court, et ça s'approprie très vite les choses parce que comme ça va vite dans la compréhension, dans le sens, dans les liens et tout, et beaucoup de formateurs, d'accompagnants, aux neuroatypiques ou autres le disent, et en l'occurrence Fabrice Michaud, pour ne citer que lui. Mais le truc, c'est que en fait, un HPI va avoir un truc en commun avec le TDAH, c'est qu'il aura l'hyperfocus. Et si un sujet l'intéresse, il va passer des semaines, des jours, des semaines, des heures, mais il va tout voir très rapidement, et il va vraiment partir sur un sujet et l'englober à une vitesse énorme. Et donc en 6 mois de temps, on va être capable d'assimiler autant, d'informations que quelqu'un qui aura fait 5 ans d'études. C'est très prétentieux de le dire comme ça.
Mais quand on le vit, c'est une réalité. C'est un atout phénoménal. Alors après, effectivement, prétentieux, ceux qui sont un peu dans l'ego diront: «Mais c'est pas possible, moi j'ai mis 5 ans, tu peux pas le faire en 6 mois». Ben, on n'a pas le même cerveau, on n'est pas câblés pareil. Ouais, c'est ça qui est dur après je pense le plus dur, c'est de prendre conscience de ça en disant, enfin, je fonctionne comme ça et ceux qui me disent, que c'est pas possible, ça me freine. Enfin, c'est pas dans le côté méchant. Ça remet en question en disant: «Bah, Je ah suis mais capable de, en ouais, fait. beh, une fois qu'on le sait, oui, mais quand on le sait pas, Ouais. c'est beh, oui, mais alors j'ai peut-être raté des trucs, je suis passé à côté de choses ou c'est vrai que, bah, si moi je l'ai appris en moins de temps, je suis peut-être pas aussi bon». Puis il me manque des infos ou ouais, il y a les doutes. Ouais. Un syndrome de l'imposteur. C'est ben, pourtant j'ai l'impression de pouvoir y répondre, mais au final, est-ce que je suis vraiment dans la maîtrise de la chose? Alors après une maîtrise, si tu veux vraiment maîtriser un sujet à 3000 il faut faire que ce sujet-là. Mais à un moment, hormis faire de la recherche, tu as fait le tour. Ouais. Ouais, c'est interminable après. C'est ça et après le HPI, bah, il a cette capacité à en faire le tour plus facilement, plus rapidement. Et les inconvénients? Bah, justement, c'est le syndrome de l'imposteur. Cet hyper focus, au final, ça peut quand même bouffer une vie, hein, parce que quand à 23h, tu es en train de te dire: «Merde, mon cerveau, il veut pas s'arrêter», tu reprends ton ordinateur et tu bosses jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Certains vont même jusqu'à faire des nuits blanches. Moi, je m'oblige à pas le faire parce que je me dis: «Non, sinon demain j'ai ça à faire, Mmh, je mmh peux mh. pas, il faut que je dorme». Mais il y en a d'autres, ils vont le faire, mais ça va être de l'hyper focus. Un TDAH, ce sera la même chose. C'est vraiment un des trucs en commun. Mais voilà, c'est neuroatypie, c'est neuroatypie ou même c'est neurodivergence, parce qu'il y a différence entre neuroatypie et neurodivergence. C'est Heu, quoi la diff? la neurodivergence, ça sera vraiment un impact au niveau du cerveau. Donc c'est là qu'on va retrouver les TDAH, donc les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les TSA, donc le trouble du spectre autistique. On va retrouver tous les 10. On va retrouver, enfin voilà, ce sera principalement ceux-là, c'est ce qu'on va appeler neurodivergence. Et neuroatypie, on va surtout parler de HPI parce qu'au final, c'est pas un trouble. Quand tu le vis pas, c'est pas simple à comprendre et en plus, une fois, quand j'ai dit ça, j'avais eu les résultats du bilan et on dit: «Ah bah, c'est bien, tu as la mode». Super. Bah, c'est vrai qu'on a ce côté-là, aujourd'hui où comme on en entend de plus en plus parler, je pense que c'est bien que les gens parfois une généralité en mode, oui, effet de mode, quoi Mmh. et que ça peut être même perturbant quand tu es dans ce cas-là. Bah, il y a un truc qui est assez commun à beaucoup de neuroatypiques, une humilité très forte là-dessus. Beaucoup d'HPI sentent qu'ils ont une façon de fonctionner différente, mais ils diront pas: «Je suis HPI» ou «Je dois être HPI». Parce que justement, dans la tête des gens et même aussi, plein de médecins thérapeutes qui disent: «HPI, on va dire aussi surdoué». Perso, je me considère pas surdoué, j'ai juste des facilités, des capacités autres, mais je me considère pas surdoué. Enfin voilà, je j'ai pas le niveau d'Einstein, par exemple, tu vois? Mais il y a cette humilité qui va là en disant: «Oh bah non, quand même pas, je suis classique, je suis juste un peu plus lent à comprendre». Alors que non, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, hein. Tu as juste tout compris avant les autres et comme les autres te croient pas, tu te dis: «Bah, tu es bizarre». Non, c'est juste eux qui ont pas compris la totalité de la chose. Et c'est ça qui peut être perturbant, tu peux te sentir, à côté de la plaque par Oui. moment Ouais. ou même, pas bête, mais Si. Si, si. Si, si, parce que je dis: «Il y a un truc que j'ai pas grillé, quoi. Il y a un truc que j'ai pas compris». Pour autant et arrivé à un certain, niveau de QI, parce que dans le HPI, on teste le QI, même si, n'étant pas un spécialiste là-dedans, je vais pas le dire comme une vérité absolue, mais je suis persuadé que certaines personnes ont les capacités d'un HPI sans avoir un QI supérieur à 130. Le QI pour moi est un blocage et juste un truc, mis en place par des, neurotypiques parce que voilà, il faut un cadre. faut un truc mesurable. C'est Mmh. ça, c'est exactement ça. Mais en même temps, Et on va repasser sur le côté, philosophie de vie, et on en a déjà dit beaucoup. sur ta bascule de France Travail bah, en étant entrepreneur. Comment tu comment on gère, la transition matérielle ou l'état d'esprit quand on passe d'une condition de salariat à un entrepreneur? Parce que faut pas oublier que, enfin, même quand on bosse dans l'énergétique, ben, on est avant tout un entrepreneur, quoi. Et qu'on fait C'est vrai. face au monde,
au monde capitaliste, j'ai envie de dire. Et est-ce que ça a été une peur ou genre ça s'est fait naturellement? Je pense que c'est une peur constante, parce qu'avant même d'être entrepreneur, on est surtout humain et pour pouvoir vivre, il faut manger et boire. Enfin voilà, ça c'est une condition sine qua non. Si on ne mange pas, on meurt. Voilà, c'est un moment, il y a pas à réfléchir. Donc la condition, elle est quand même là. C'est quand bien même, peu importe ta motivation, ce que j'entends de motivation, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait d'aider les gens, parce qu'au final, c'est accompagner les gens. J'emploie plutôt le terme accompagner, parce que aider veut dire qu'on peut faire à leur place. Accompagner, c'est non, ils vont faire, mais au mieux, je leur tiens la main. Même si on rend service aux personnes, même si voilà, l'intérêt, il est clairement humain, ben on a besoin de manger. Donc ça, pour ça, effectivement, il faut rentrer de l'argent. Parce que l'énergie, même si on dit que l'argent est l'énergie, j'ai beau faire ça, je le crée pas entre mes mains. Ça serait cool, hein, mais ça ne marche pas. Mais donc comment on passe de cette transition à l'autre? Eh ben, enfin comment on passe d'un point à l'autre? Comment on fait cette transition? Eh ben, soit on reste bloqué par la peur et on reste dans ce principe de salariat, et c'est très bien. Il y en a qui n'ont pas l'envie euh, de lancer, Mmh. et ça, c'est OK, hein. Par contre, quand tu le veux vraiment parce que tu veux faire ce que tu as envie, tu veux le tester, tu veux l'expérimenter. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'ai vu. Je me dis: «De toute façon, si je le teste pas maintenant, je le testerai quand?» Et puis si ça marche pas, eh ben, je reprends un emploi salarié. Enfin, en soi, il y a pas de Comment on aime, quoi. bah, non, non, c'est après retrouver vraiment le truc qui te fait kiffer ou autre. Est-ce que de ce fait, tu arrêtes ton entreprise, tu te relances à 100 dans le salariat, ou alors sinon tu prends ce qu'on appelle un job alimentaire et ça te paye les loyers, les factures de base, et puis tu fais ça à temps partiel, et puis après tu as le reste du temps pour t'occuper de ton activité. Ça, après, c'est des stratégies à mettre en place. Et en fait, le truc pour un entrepreneur, si j'ai un conseil, si je pouvais donner un conseil, ce serait déjà de le tenter, parce que si on ne le tente pas, on ne le sait pas. Et pour pouvoir le tenter, il faut, à mon sens, surtout pas attendre qu'on soit prêt. Parce qu'il y aura toujours un truc qui fera qu'on ne sera pas prêt. Et je vais plutôt employer un terme qu'on emploie plutôt dans tout ce qui est, dans tout ce qui est managérial, et c'est l'agilité. C'est un terme très employé chez les managers, hein. Mais c'est pourtant, il est primordial. On pourrait résumer le faire preuve d'agilité par «on verra en allant». C'est là, je veux faire ça, c'est pas parfait, mais j'ai quand même de quoi me lancer. Et puis tu te lances, et puis tu verras en allant. Parce qu'au final, tu te rendras compte, bah, qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées, qu'il va falloir que tu intègres. Il y a des choses, en fait, que tu voyais, mais qu'au final, à force de faire, ça te plaît pas, tu veux changer les choses. Tu vas en intégrer d'autres, tu vas modifier, tu vas même faire des fois marche arrière, et au final, beh, il y a qu'en le faisant. Ma pire bête noire, ou ce qui m'agace profondément dans le milieu de la spiritualité, c'est Les donneurs de leçons. Ceux qui font ça depuis 5 minutes quand toi tu fais ça depuis 30 ans. Ouais. c'est bien dit. Pardon. C'est très égotique. Je vais te demander, est-ce que tu as eu un moment où tu avais ton côté spirituel, assez, on va dire, de manière sereine, et que c'est rentré en collision frontale directe avec le monde, matériel de la Terre? Où là, tu t'es dit: «Ah putain, je voyais pas ça comme ça». Ou je pensais pas que ça allait être aussi brutal, ou alors non? Non, parce que comme ça a toujours fait partie de moi, enfin, ça a plus toujours été de la cohabitation que la confrontation. Je vois ce que tu veux dire. Donc non. Non, non, j'arrive vraiment à faire la part des choses entre les deux, il y a ce monde-là il y a un monde qui me permet d'atteindre des sommets, et l'autre monde dans lequel je suis obligé de vivre. La tournure est très maladroite, mais l'autre monde dans lequel je suis obligé de prendre les codes, pas parce que autrement je suis obligé de vivre en ermite et c'est pas possible. Donc non, il y a toujours eu cohabitation entre les deux. J'arrive à passer de l'un à l'autre C'est beau. sans pour autant me dire, tout en étant continuellement namasté. Ouais. Voilà, il y a des limites. Est-ce que tu as un exercice simple à faire, chez soi pour, ressentir? Ah bon, on peut reprendre Pour ressentir les énergies, donc on peut reprendre la l'exemple, boule. la boule. C'est pour moi l'exercice de base.
Ouais. C'est dans toutes tes formations énergétiques, que j'initie au Lao Tzu ou j'initie au pendule, cet exercice, il y est de base. C'est le premier truc que je fais faire. Parce que pour moi, c'est le premier truc que j'ai moi aussi appris. Et dans ma logique à moi, on ne peut pas faire un soin et aller travailler sur les énergies des gens si déjà on ne sait pas comment notre corps ressent les énergies. Parce que c'est propre à chacun. Ce sera un fourmillement, ça sera du froid, ça fera du chaud, ça fera du lourd, ça fera du léger. Il faut comprendre comment ton corps ressent les choses. S'il y a un exo, c'est l'exo de la boule blanche. Enfin, de la boule de lumière, ou on l'appelle comme on veut. Générer une boule d'énergie entre ses mains. Et un exercice pour couper le mental, la tête et laisser parler l'intuition. Est-ce que tu as quelque chose? Alors, je rappelle que je suis aussi un être humain, donc j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, hein, on va pas se mentir. J'ai beau avoir des boîtes à outils, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Ou est-ce que tu fais quelque chose, toi, personnellement, quand... Pour couper le mental, pour venir m'ancrer, et quand je suis en mode en crise d'anxiété, parce que Ouais. j'en ai fait, hein, je rappelle, je suis humain comme tout le monde. Là, tu vas rire, hein, mais j'utilise une incantation, donc j'utilise donc en mantra, tiré de la série Charmed, avec les sœurs Halliwell. Et c'est... ça y est, maintenant tu me poses la question, le truc il vient plus. Alors d'habitude je le sais par cœur. Ça arrive toujours comme ça. Un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place, replacer ce qui est déplacé à travers le temps et l'espace. Ouais, c'est sympa ça. Moi, je vais essayer. Et essaye. Et moi franchement tu le répètes 3-4 fois jusqu'à... en fait ton esprit il se focus sur juste ça et... Ça te permet de redescendre de la crise. Mais voilà, quand vraiment j'ai pu être des fois en crise émotionnelle, une émotion trop forte et pas moyen de raisonner, un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place, replacer ce qui est déplacé ou ce que j'ai déplacé, parce que des fois on est à l'origine de la crise, hein, donc replacer ce qui est déplacé ou ce que j'ai déplacé à travers le temps et l'espace. Ok. J'ai rien inventé, c'est dans le charme. Toi, qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir pour la suite? Le plus d'envie? L'entraide. L'entraide, c'est réussir à sortir de l'égoïsme, de l'individualisme et aider comme on peut, quand on peut, et surtout sortir de l'individualisme. Je sais qu'on y tend, hein, on y va vers ça. C'est encore un peu difficile, mais c'est en chemin. Je vais te demander où on peut te retrouver sur les réseaux. Et pour réserver, donc, soit ça peut être tirage de tarot, soins énergétiques, lithothérapie, constellation familiale, accompagnement sur plusieurs séances. On peut te retrouver où? Eh ben Instagram, Orkian Énergie, Facebook, Orkian Énergie, Orkian, on écrit comment? Orkian. De toute façon, on mettra dans la description. Et puis Internet, mon site, orkianenergie.com. Et effectivement, oui, alors lithothérapie, je suis surtout sur les bracelets personnalisés. Après, mais sinon, après, guidance de cartes, séance en psychogénéalogie transgénérationnelle, constellation familiale, guidance, soins énergétiques. Puis après, j'ai aussi des formations que je mets en place sur le tarot, sur le pendule. Et si cet épisode vous a plu, ce serait bien de vous abonner et écrivez en commentaire ce qui a été, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous voulez voir améliorer. Et également des sujets qui vous passionneraient par la suite. Et si vous êtes intéressé pour venir discuter avec moi, c'est avec grand plaisir. Donc sachez que je suis en Haute-Savoie, donc je peux me déplacer à 2-3 heures de route également. En tout cas, c'était un grand plaisir et on va passer à la dernière question avec Fabien. Tout simplement, qui est, là maintenant, qu'est-ce que tu aimerais dire avec ton cœur? Ça peut être tout et n'importe quoi. Avec le cœur, Ouais. prenez soin de Qu'est-ce vous. qui te vient? Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. Non, c'est beau. Ouais. C'est bien. Prenez soin de vous. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, je te remercie. Merci à toi. Tip top. Ouais, on est bien.